Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de votre émission Sur la brèche. Souleymane Badiel est l'invité de ce dimanche, titulaire d'un DEA en lettres modernes. Il est professeur certifié des lycées et collèges et actuellement en poste au lycée technique national Sangoulé Lamizana, ex-LT au lycée technique de Ouagadougou. Ancien secrétaire général de l'ANEB, l'Association nationale des étudiants burkinabés, Souleymane Badiel est l'actuel secrétaire général de la FSINTER, la Fédération des syndicats nationaux de l'éducation et de la recherche. Il est également le porte-parole des syndicats de la fonction publique. Monsieur Badiel, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Koulibaly. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités. Nous avons 1 heure pour analyser, commenter et décrypter l'actualité nationale et internationale. Mais comme c'est de tradition sur cette émission Sur la brèche, nous commençons toujours par des questions d'ordre personnel. Et dans votre cas, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel est le sens que vous donnez à votre engagement syndical. Je crois que le sens que je donne à mon engagement syndical, c'est celui que j'estime que tout citoyen dans un pays doit pouvoir apporter comme contribution au combat pour le développement, pour l'avenir de sa nation. Et dans des pays comme les nôtres, où il y a encore effectivement un véritable travail de développement à bâtir, il est essentiel de pouvoir apporter une contribution dans des organisations comme les nôtres qui ont apporté, qui continuent à apporter et qui continueront à apporter des choses importantes pour le bien-être de nos populations et pour la nation dans son ensemble. Alors, au début de la décennie 90, vous arrivez sur le campus de l'université de Ouagadougou, actuellement l'université Joseph Kizerbo. Le contexte est celui de la mort d'Abou Boukari dans des conditions pour le moins obscures. Vous êtes par la suite secrétaire général de l'ANEB, l'Association nationale des étudiants burkinabés à cette période-là. Quel souvenir vous gardez, on va dire, de ces années-là? Je garde le souvenir d'années un peu, je dirais, particulières pour les universités, et particulièrement l'université de Ouagadougou. Parce que, comme vous l'avez dit, moi j'arrive en 91 à l'université, et c'est le début de l'application des programmes d'ajustement structurel dans notre pays. Et dans une certaine mesure, j'en ai été victime, puisque nous faisions partie de ce contingent d'étudiants à qui, justement, dans un premier temps, on avait refusé de donner la bourse. Et par la mobilisation et le combat, nous avons réussi, effectivement, pour certains, à obtenir la demi-bourse et pour d'autres, à faire augmenter le nombre de bourses. Alors donc, vous comprenez que, en plus, bien entendu, de la question liée à la mort de Abou Boukari qui était survenue un peu plus tôt et qui donc continuait, et même jusqu'à aujourd'hui, à avoir constitué une préoccupation au niveau de l'université. Il y avait que pour notre promotion particulièrement, nous étions confrontés à cette question de contingentement des bourses qui a commencé effectivement avec notre promotion. Alors, vous n'êtes pas devenu secrétaire général de la FSINTER par hasard. Depuis 2000, vous êtes le secrétaire général adjoint de cette fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche. Il a fallu attendre décembre dernier pour que Mamadou Barou vous passe les témoins. Comment on se sent dans la peau de numéro 1 quand on est resté numéro 2 pendant près de 17 ans? Non, je pense que pour moi, c'est une simple continuité. Comme vous l'avez dit, j'ai été de 2000 à 2017 secrétaire général de la FSINTER. Ça veut dire que j'ai suivi, en tant que secrétaire général, les dossiers et les grandes questions sur lesquelles notre syndicat s'est battu ces dernières années. Et un secrétaire général
dans notre organisation, c'est ma vision et je pense que c'est à ça que nous avons travaillé, moi et le camarade Barreau particulièrement, à faire en sorte que nous puissions constituer un tandem des complices dans l'optique de contribuer effectivement au développement de cet outil précieux que nos aînés ont créé et qui nous ont légué et qui apporte énormément dans le secteur de l'éducation aujourd'hui. Qu'est-ce que vous considérez comme votre contribution au secteur de l'éducation? Notre contribution, j'ai rappelé tout à l'heure pour ce qui était de l'université, la question de contingentement. Mais vous savez que ces dernières années, effectivement, l'application des programmes d'ajustement structurel ont eu un impact assez important et négatif sur beaucoup de secteurs. On va y revenir certainement plus tard, et particulièrement sur les secteurs sociaux. Et de ce point de vue-là, des organisations comme les nôtres, les combats qu'ils ont menés ont contribué à faire en sorte que le système éducatif ne plonge pas davantage. Nous aimons dire, et je pense que beaucoup de gens le reconnaissent, que s'il n'y avait pas eu nos organisations, avec le travail qu'elles ont fait et qu'elles continuent de faire, la situation qui est celle de l'éducation aujourd'hui serait encore pire. Alors, c'est la transition pour aborder des questions d'actualité, à commencer justement par cette question de valorisation, de valorisation du statut des enseignants. Le document technique vous a été transmis par le département en charge de l'éducation nationale. Est-ce que vous direz que c'est un pas important en avant? Vous avez reçu le document cette semaine. Oui, c'est un pas. Mais un pas important, je ne le dirai pas, parce que le pas important, ce qualificatif, je ne l'avancerai que sur la base du contenu du document qui nous a été remis. Mais c'est un pas déjà que le document technique que nous avons demandé pour mieux asseoir les discussions avec le gouvernement sur cette question-là nous soit transmis. Et ça nous permettra aussi de mieux comprendre et de mieux saisir la direction dans laquelle le gouvernement veut aller ou ne veut pas aller avec nous. Donc, de ce point de vue-là, c'est un pas. Maintenant, est-ce qu'il est important? C'est le contenu. Quand nous aurons analysé et fini d'analyser le contenu de ce document-là, on pourra en ce moment dire si c'est un pas important ou pas. Nous sommes toujours dans cette analyse au niveau de la coordination. Et comme je ne suis pas là au titre de cette coordination, je ne voudrais pas dévancer pour indiquer notre lecture de ce document. Mais ce que je peux dire, c'est que je pense que des questions aussi importantes comme la question de la valorisation de la fonction, du statut des enseignants, le contexte dans lequel nous trouvons montre que les travailleurs se doivent de rester mobilisés et vigilants parce qu'on ne pourra pas véritablement avancer dans les directions que nous souhaitons et que nous avons dessinées par rapport à ce statut-là sans qu'il n'y ait cette mobilisation-là derrière. Alors justement, la notion de valorisation du statut de l'enseignant est apparue comme ça, on va dire, ces dernières années dans l'espace public. On en parle, mais qu'est-ce que vous mettez dedans? Est-ce qu'aujourd'hui, vous direz que l'enseignant au Burkina Faso n'est vraiment pas considéré? Je pense qu'il y a des faits qui parlent d'eux-mêmes. Je me rappelle, il y a quelques années, un aîné, un doyen, a fait un article que j'ai vu circuler dans la presse où il décrivait comment est-ce qu'il était facile de distinguer et de reconnaître un enseignant dans les rues du Ouagadougou. Il est évident aussi aujourd'hui que nous aimons dire que le métier d'enseignant apparaît comme le métier de la dernière chance. Or, les missions qui sont celles de l'éducation devraient être sont telles que on devrait voir effectivement des gens qui aient choisi par vocation de pouvoir venir à l'enseignement. De toute évidence,
Ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que pour nous, la valorisation de cette fonction-là, il y a les aspects bien entendu liés aux questions de rémunération, mais pour nous, ça ne se résume pas à ça. C'est pourquoi quand vous regardez la plateforme revendicative autour de laquelle nous nous sommes battus au niveau de la coordination des syndicats de l'éducation, vous avez vu un certain nombre d'intrants relativement à l'éducation qui étaient portés dans la plateforme. C'est les conditions de travail des apprenants. Pour nous, même si en tant qu'enseignants, nous avons des salaires suffisants et que les apprenants, comme on le voit dans beaucoup de nos établissements, ne peuvent pas suivre les cours parce que leurs conditions de vie ne le permettent pas, évidemment, ça ne valorise pas notre fonction. Ensuite, c'est les infrastructures. Si vous vous retrouvez effectivement dans une situation avec des classes pléthoriques, ou même que vous donnez des cours sous des paillotes, parfois même dans des abris qui sont de moindre qualité même que les paillotes, il est évident que ça a un impact sur votre fonction. Il s'est dit que Ban Ki-moon a fait l'école soit un arabe, ça ne l'a pas empêché d'être secrétaire général des Nations Unies. Moi, je ne pense pas que des situations exceptionnelles doivent être prises comme une règle. Je pense que la question... Deuxièmement, ce n'est pas parce que dans un pays, une situation s'est présentée d'une certaine façon et que cela signifie qu'on doit aller dans cette direction. On doit regarder dans le sens de voir qu'est-ce qui est bien pour l'éducation. Est-ce que c'est des enfants en classe dans des conditions idéales d'apprentissage qu'il faut mettre en avant, ou bien il faut effectivement aller dans le sens que, bon, quel que soit l'endroit où on se met, on peut faire de l'apprentissage. Je ne pense pas que, personnellement, en tant qu'enseignant, et au regard de l'expérience que j'ai dans ce métier, qu'on peut assurer l'éducation, l'apprentissage des enfants, et surtout des enfants à des niveaux donnés, dans n'importe quelle condition. L'actualité, c'est aussi la fronde sociale contre le gouvernement Kabatieba, jugé trop maximaliste par une partie de l'opinion publique, voilà, qui n'est pas loin en tout cas de penser que les syndicats exagèrent. En tant que syndicaliste, est-ce que vous entendez ces critiques? Nous les entendons, mais ce sont des critiques, de mon point de vue, qui ne sont pas recevables. Quand vous regardez la situation de notre pays ces dernières années, particulièrement depuis 2014, ensuite 2015 avec la résistance au putsch, il y a d'énormes espaces de liberté qui se sont élargis. Et toutes les couches sociales de notre pays s'organisent dans l'optique justement de partir de l'expérience de l'insurrection populaire et de la résistance au putsch pour approfondir les acquis dont, entre autres justement, l'élargissement des espaces de liberté, mais aussi l'amélioration de leurs conditions de vie. Donc, quand vous regardez, toutes les couches s'organisent et sont en lutte. Ce n'est pas les travailleurs salariés uniquement. Pour revenir au niveau des salaires des travailleurs salariés, ce qu'il faut reconnaître, c'est que justement les programmes d'ajustement structurel que j'ai évoqués au début de l'émission avaient laminé beaucoup de secteurs d'activité. Vous vous en souviendrez qu'il y a des secteurs où il n'y avait pratiquement pas de recrutement. Il y en a même où on a organisé effectivement des départs anticipés à la retraite. Il y a des secteurs d'activité que je connais où on était arrivé à une situation où pratiquement c'était des vieux qui étaient assis là-bas. Et aujourd'hui, avec justement le travail qui a été fait par nos organisations pour justement combattre un certain nombre de conséquences de l'application de ces programmes d'ajustement structurel ont permis la reprise des recrutements dans l'ensemble des secteurs d'activité. Du coup, vous avez un personnel qui avait été ostracisé à un moment donné et qui trouve un espace aujourd'hui qui estime qu'il est de son devoir, et c'est tout à fait normal,
de s'organiser pour pouvoir effectivement faire avancer les revendications qui sont liées à leurs différents secteurs d'activité. Donc pour moi, il n'y a pas d'exagération. Quand on regarde les différents ministères aujourd'hui, les catégories de personnel qu'on y trouve, chacune de ces catégories de personnel-là a des préoccupations. Et si elle doit s'organiser, vous comprenez qu'effectivement, c'est normal qu'on se retrouve dans cette situation. Ce qui vous est reproché, ce qui vous est reproché, c'est d'être dans une logique d'insurrection permanente. On n'est pas dans une logique d'insurrection permanente. Je pense que nos organisations syndicales et les organisations syndicales de façon générale dans notre pays, pour leurs revendications, généralement, elles déposent une plateforme revendicative, elles demandent une audience, à des rencontres avec les autorités. Et mieux, même quand on arrive à l'étape d'aller à une grève, il y a un préavis qui est déposé. Et vous le savez, pour tenir compte des cadres, le délai, c'est au moins 15 jours, 2 semaines. Donc le préavis est généralement déposé dans ces délais-là. Ce délai-là est indiqué pourquoi? C'est pour permettre normalement à l'autorité de prendre des dispositions, de discuter, d'ouvrir des négociations avec les organisations syndicales et d'empêcher que la grève ait lieu. Mais malheureusement, le constat qu'on fait, c'est que le plus souvent, ce dialogue-là n'a pas lieu. Et c'est lorsque justement les travailleurs rentrent en lutte qu'on court maintenant pour pouvoir rattraper les choses. Et du coup, vous trouvez une situation qui est biaisée et qui ne permet pas effectivement d'anticiper. Parce que pour moi, gouverner, c'est anticiper. Et ça, c'est le rôle des dirigeants. Si les personnels posent leurs préoccupations, il est du devoir de l'autorité d'anticiper et d'apporter les solutions. Si les solutions, des propositions de solutions sont faites, j'ai l'habitude de dire que nos organisations syndicales sont responsables. Depuis des années, vous regardez leur expérience, parfois même, il y a des difficultés entre les directions et les bases qui estiment que, bon, on a accepté tel niveau de résolution des préoccupations qu'elles estiment insuffisantes. Mais généralement, les responsables, quand il y a un minimum, ils acceptent prendre pour réorganiser et répartir. Donc, pour me résumer, je pense que c'est un faux débat de vouloir présenter les organisations syndicales aujourd'hui comme des organisations jusqu'au boutiste, maximalistes. Ça veut dire qu'on ne tient pas compte en réalité de l'apport de ce que ces organisations-là ont dans notre pays du point de vue de l'avancée de l'économie, du point de vue de préservation d'un certain nombre de questions sociales. Alors, exagération, c'est une partie de l'opinion qui le pense ainsi. Exagération pour exagération, en tout cas la palme d'or reviendrait aux syndicats ou à la coordination des syndicats du MIDEFID, voilà, dont les mouvements d'humeur semblent, en tout cas, en l'état actuel des choses, incompris par une partie de l'opinion. Et dans la même logique, on ne comprend pas trop la solidarité de l'ensemble des syndicats, avec, en tout cas d'une partie des syndicats, avec justement ce mouvement d'humeur-là. Comment est-ce que vous justifiez votre position? Je pense qu'on ne peut pas reprocher à des travailleurs d'être solidaires avec d'autres travailleurs en lutte. C'est même un principe syndical. S'il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas d'organisation syndicale, il n'y a pas de syndicat tout court. L'un des principes importants du syndicat, c'est la solidarité. Maintenant, en ce qui concerne le ministère de l'économie et des finances, je crois qu'il a manqué effectivement au sein de ce ministère-là un dialogue franc et un dialogue sincère entre les différents acteurs. Et de ce point de vue, la responsabilité ne peut pas être imputée uniquement aux travailleurs sur cette question-là. Il faut donc regarder la situation en regardant ce que chacune des parties qui devrait infléchir, poser des actes pour infléchir ce mouvement-là, n'a pas pu faire. Donc, de mon point de vue, je ne pense pas que on peut reprocher aux autres travailleurs d'avoir développé une solidarité que du reste, bon,
c'est des questions de principe. Alors, mais c'est bel et bien un sitting qui a été observé par la coordination des syndicats de Minefid, qui entend relancer d'ailleurs le mouvement pour la semaine prochaine, dès ce lundi, pour 2 semaines, à ce que je sache. Alors, en dépit de l'illégalité prononcée, en tout cas proclamée par le gouvernement, qui s'appuie sur une décision du Conseil d'État qui reste tout de même la plus haute juridiction de l'ordre administratif. Le Conseil d'État a donné un avis sur le sitting. Et pour moi, un avis, ce n'est pas elle la loi. Je n'ai pas encore vu une loi dans notre pays qui dit que le sitting est illégal. Et nous avons donné notre position sur cette question-là à travers notre centrale syndicale en rappelant les dispositions légales dans notre pays, notamment la Constitution, la loi 022 portant organisation des manifestations et des réunions dans notre pays. Nous avons également rappelé les conventions que notre pays a ratifiées sur cette question-là. Et toutes ces dispositions-là légales, en aucun endroit n'indiquent que le sitting est légal. Je voudrais noter que... Est légal ou illégal? Est illégal. Je voudrais noter que le Conseil d'État a bâti son argumentaire partant de la définition du mot sitting, en rappelant que c'est un terme anglophone et qui n'existe donc pas dans le dispositif législatif de notre pays. Mais il y a tellement de termes anglophones qui ne sont pas codifiés dans nos textes, ce n'est pas pour autant qu'on dira que sur cette base-là, telle ou telle initiative-là est illégale. Même les meetings, c'est un terme anglais, anglophone. Mais vous constatez que des meetings se tiennent et même des partis politiques continuent d'organiser des meetings. C'est des manifestations publiques au même titre que le sitting et c'est la même loi qui organise l'ensemble de ces manifestations-là. Donc pour nous, le sitting ne peut être qualifié en aucun cas d'une manifestation illégale. Alors, même si le Fonds commun ne fait pas partie des points de revendication, en tout cas à l'origine du mouvement actuel, au département de l'économie et des finances, c'est une question qui focalise l'attention de l'opinion. À Tenkodogo, dans le centre Est, il y a eu un meeting, utilisons le terme, qui a été organisé, au cours duquel il était question d'évaluer les actions du gouvernement et le député Abdoulaye Moussé, député de la majorité, a demandé purement ou simplement, en tout cas au gouvernement, de se prononcer définitivement sur cette question du sitting. Il y a également une coordination des syndicats, des syndicats de commerçants qui a organisé au cours de la semaine une conférence de presse au cours de laquelle elle demande pratiquement la suppression pure et simple de ce fonds. Comment est-ce que vous analysez un peu voilà, toute cette actualité autour de cette question du fonds commun? Moi, je pense que le fonds commun a été agité par le gouvernement pour éviter d'aller sur les questions de fond qui se posent dans notre pays. Et pour moi, le fonds commun est certainement un problème, mais il n'est pas le problème. C'est un arbre, et comme le dit l'adage, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Et c'est pourquoi, au niveau de la coordination des syndicats de la fonction publique, nous avons dit, en liaison avec justement la conférence nationale que le gouvernement essaie d'organiser, nous avons dit que si cette conférence est organisée dans un format qui permette des discussions sereines, toutes les questions liées aux rémunérations seront mises sur la table. Ils doivent être mis sur la table. Donc pour nous, discuter du fonds commun n'est pas une question taboue. Mais je refuse que justement on ramène les questions de l'heure au fonds commun qui est probablement un problème parmi tant d'autres liés à la gestion des finances publiques dans notre pays. Alors, on change de sujet pour aborder cette fois-ci des questions de justice.
Avec ce pavé qui a été jeté dans le jardin du Conseil supérieur de la magistrature par le juge Armand Ouedraogo, procureur de la Cour de cassation et de la Haute Cour de justice, un haut magistrat donc, comme vous le voyez, qui donc dans une correspondance rendue publique dans les médias prévient de façon très claire qu'il ne va pas se rendre à la convocation du Conseil de discipline prévue pour se tenir ce 8 juin. Alors le Conseil de discipline devrait en principe entendre le juge Armand Ouedraogo sur des faits présumés de manquement à l'éthique et à la déontologie dans l'affaire dite des mandats d'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Comment est-ce que vous analysez cette affaire? Bon, je note quelque chose de positif dans le devoir de mémoire en défense du juge Ouedraogo, parce que là-dedans, il y a un certain nombre de révélations et qui sont assez édifiantes de ce que c'est que la justice et de son fonctionnement dans notre pays. Et pour moi, cette affaire de conseil de discipline a permis déjà à une autorité judiciaire de ce rang-là d'ouvrir un pan pour permettre à l'opinion publique de comprendre que lorsqu'on nous disons qu'il y a des problèmes liés justement à la question de l'indépendance de notre justice, ce n'est pas une vue de l'esprit. Puisqu'il accuse ouvertement des hautes autorités de la chaîne judiciaire de l'avoir empêché d'instruire convenablement l'affaire David Ouedraogo. Donc, de mon point de vue, c'est même un élément qui devrait même permettre d'ouvrir d'autres dossiers dans notre pays, des crimes impunis. Pour revenir au conseil à sa position liée au conseil de discipline, je pense qu'on devrait interroger ce que prévoient les dispositions relativement à ce qui organise les conseils de discipline. Si un travailleur est convoqué au conseil de discipline, s'il ne se présente pas au conseil de discipline, qu'est-ce qui est prévu en la matière? De mon point de vue, c'est comme ça que la question devrait être posée et devrait être, par cette voie qu'elle devrait être réglée. Sinon, personnellement, j'estime que la tenue des conseils de discipline est quelque chose d'important et de positif. Notre syndicat, du reste, s'est toujours battu pour que les conseils de discipline se tiennent et qu'ils se saisissent de l'ensemble des dossiers, surtout les dossiers les plus importants et qui plombent parfois le fonctionnement de notre administration. Et c'est une tribune, normalement, pour le travailleur de pouvoir se défendre s'il estime que les faits qui lui sont reprochés, effectivement, ne sont pas avérés. Alors, on se rappelle que la commission d'enquête mise en place par le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, en vue, en tout cas, de nettoyer les écuries d'Oja, la justice burkinabé, avait épinglé 37 magistrats, mais le processus de clarification semble bel et bien s'enliser, en tout cas dans les ténèbres. Des magistrats sont recusés. Il y a une décision du Conseil d'État qui a été rendue demandant au Conseil de discipline de surseoir donc à ces sessions qui continuent en dépit de cette décision du Conseil, disons, du Conseil d'État. Le juge Armand Ouedraogo qui vient justement de faire cette sortie et qui dit carrément que le Conseil de discipline est partial et sélectif. Là, je le cite. Et il dit également que c'est un conseil qui vise purement et simplement des règlements de compte. L'expression également est de lui. Quel commentaire cela vous inspire? Je pense que sur la position du juge Armand, il est difficile à l'étape actuelle de donner un avis. Moi, je juge le problème du point de vue de l'institution. Et dans ce sens-là, je note que ce soit sur cette affaire où certainement on y reviendra avec je ne sais pas si c'est prévu ou pas, sur le procès en cours lié on va revenir sur cette question du Alors, quand vous voyez effectivement tous ces agissements, toutes ces manipulations entre guillemets, c'est l'objectif là justement, c'est de faire en sorte que la justice ne soit pas rendue comme il se doit. Et ça pose un problème de fond dans notre pays relativement au rôle que devrait jouer
une institution aussi importante que la justice, qui doit apparaître comme justement l'institution qui protège le citoyen, même le plus faible, et qui a confiance que la justice fonctionne et qu'elle tranche les dossiers en toute transparence. Mais là, ce sont des acteurs directs même qui sortent pour dire qu'il y a magouille à l'intérieur et que ça ne fonctionne pas comme les règles devraient le prévoir. On a un droit de s'inquiéter. D'accord, on reste sur cette déclaration quand même du juge Ouedraogo qui explique, parce que vous l'avez évoqué tantôt, que le procureur Abdoulaye Bari, c'est de lui qu'il s'agit, procureur général à l'époque, lui avait quasiment tordu le bras dans le dossier de David Ouedraogo en vue de boucler ce dossier. Aujourd'hui, il demande la réouverture pure et simple donc, de ce dossier en mettant en avant l'affaire dite des faux procès verbaux, donc une affaire sur en tout cas des prétendues déclarations de David Ouedraogo à l'époque chauffeur de François Compaoré, pour lesquels les gendarmes avaient été incriminés. Quelle lecture vous avez de cela? Moi, je pense que c'est une bonne chose que ces révélations aient été faites. Et je pense que c'est un nouveau élément dans le dossier qui est, du point de vue du droit, quand il y a un nouveau élément dans un dossier, on doit pouvoir effectivement l'ouvrir. Et si cette ouverture doit permettre de faire une avancée plus importante pour la manifestation de la vérité, je pense qu'il faut le faire. Alors, le dossier Thomas Sankara est rouvert. Il y a des avancées, entre guillemets, en tout cas, on pourrait le dire ainsi, dans le dossier d'Abou Boukari. Il y a un certain nombre de dossiers dont il est question au niveau de la justice. La justice burkinabé est une arlésienne. C'est une déclaration de Halidou Ouedraogo il y a quelques années de cela, parue notamment à la une de l'événement, si ma mémoire ne fait pas défaut. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quand même le sentiment que l'arlésienne pourrait devenir réalité? J'attends de voir. Au regard justement de ce que j'observe dans la conduite du procès lié au putsch de décembre 2015, moi j'attends de voir. Justement, quel regard vous portez sur ce procès-là, qui traîne en longueur depuis son ouverture le 28 février dernier? Je pense que ce procès montre clairement qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne souhaitent pas que justement la justice se fasse et que la vérité se manifeste sur ces dossiers-là. Il y a donc tout un stratagème qui est monté dans l'optique justement de faire du dilatoire pour qu'on aboutisse à une situation où il n'y aura pas de procès quant au fond. Or, de mon point de vue, il y a eu effectivement des gens qui sont morts. Il y a eu un coup d'État qui a eu lieu, personne ne peut nier ça. Il y a eu des auteurs qui ont revendiqué ce coup d'État-là. Et notre population attend que justement justice se fasse par rapport à ce coup d'État dont certains des auteurs ont été pendant longtemps des hautes personnalités dans ce pays-là. Et quand vous faites, justement, vous avez cité un certain nombre d'autres dossiers antérieurs, Thomas Sankara, Dabo Boukari, il doit avoir probablement des liens entre l'ensemble de ces dossiers-là. Et la tenue de ce procès-là, il faut que justement notre peuple se mobilise pour que ce procès puisse se tenir et que la vérité se manifeste autour de ça. Ceux qui travaillent, quels que soient les niveaux où ils se trouvent, pour que cette vérité ne se manifeste pas là, notre peuple doit s'organiser pour les empêcher à ce que ce soit eux qui sortent gagnants. L'actualité, c'est aussi la relecture du code pénal et l'abolition de la peine de mort, en tout cas dans le nouveau code pénal qui a été adopté ce jeudi à l'Assemblée nationale par 83 voix pour, 42 contre et 0 abstention. Comment vous analysez? Non, je pense que c'est une bonne chose que la peine de mort soit abolie dans notre pays. Des organisations de droits de l'homme comme le MDHP en ont fait leurs revendications pendant des années. Et je crois que c'est une bonne chose qu'effectivement, on ait pu aboutir à cette situation d'abolition de la peine de mort dans notre pays.
Personnellement, je ne pense pas que la peine de mort soit la solution idéale pour le règlement d'un certain nombre de questions. Un criminel, on peut effectivement le faire exercer un certain nombre de travaux qui peut être utile à la communauté. Je ne pense pas que la loi du talion soit forcément la règle la plus idéale pour régler des questions comme celle-là. Alors, 42 députés qui ont quand même voté contre le projet. Il n'y a que l'opposition qui a voté contre. Ils voient en tout cas en filigrane un texte taillé sur mesure en vue notamment de l'extradition de François Compaoré, dont le dossier d'extradition se trouve en ce moment sur la table des juges français. Les délibérés devraient être vidés à ma connaissance pour ce 12 juin. Alors, est-ce que vous comprenez cette opposition à l'abolition de la peine de mort dans ces conditions? Et vous comprenez la position de ceux qui ont voté contre? Pourquoi est-ce qu'on devrait empêcher que François Compaoré soit extradé? Notre justice a besoin de lui, notre peuple a besoin de lui, pour qu'il se prononce sur un certain nombre de faits qui lui sont reprochés. Je ne vois pas pourquoi est-ce que cette extradition-là puisse poser un problème. Est-ce qu'il faut voter une loi sur mesure pour le faire venir? Je ne pense pas que... Je ne pose pas le terme en termes d'une loi votée sur mesure. J'ai indiqué que le MBDHP, en tant qu'organisation des droits de l'homme, pose cette revendication depuis des années. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Qu'elle intervienne dans un contexte donné, ça c'est un fait. Mais c'est une revendication portée depuis longtemps dans notre pays par des organisations assez crédibles et qui travaillent sur le terrain des droits de l'homme. On revient sur le secteur de l'éducation pour évoquer le jubilé d'or du CAMES, 50 ans donc pour le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, célébré ici à Ouagadougou au cours de cette semaine. Comment est-ce que quel regard vous portez sur cette célébration? Non, je pense que c'est une bonne chose. 50 ans de vie pour une institution comme le CAMES, je crois que c'est important. Et le CAMES a été, je crois, là encore, une institution importante dans les dispositifs de développement et d'évaluation des personnels des universités et des chercheurs. Je pense que ce dispositif-là, cette structure telle qu'elle avait été réfléchie, a permis de régler, de mon point de vue, de façon objective, un certain nombre de questions, surtout liées à la carrière des enseignants-chercheurs et des chercheurs. Vous savez, nos pays, beaucoup de nos pays, la situation politique qui y prévalait, si les enseignants d'université qui sont des chercheurs et qui doivent développer la science, si leur évaluation devrait se faire par pays, je ne pense pas qu'un certain nombre d'entre eux auraient atteint les niveaux de promotion et de progression qu'ils aient eu. Donc, de ce point de vue, je pense que le CAMES a joué un rôle important, mais il reste entendu qu'aujourd'hui, nos universités se trouvent plus ou moins à la croisée des chemins. J'ai suivi l'intervention du président et à l'ouverture. Le président du FASO? Non, le responsable du CAMES, à l'ouverture de cette session-là, qui est revenu sur la difficulté, justement, dans l'application du LMD dans pratiquement l'ensemble des universités qui sont concernées par le CAMES. Et je pense que c'est probablement là qu'a résidé une des faiblesses du CAMES. Le CAMES s'est plus intéressé à la promotion des enseignants et des chercheurs, mais ne s'est pas toujours intéressé à la qualité de l'enseignement qui se faisait dans les universités. Et je pense que ça a été une des faiblesses et qu'il faille nécessairement corriger. Il y a aussi qu'aujourd'hui, les universités se sont plus développées dans chacun des pays. Au moment où le CAMES se créait, c'était une université par pays. Aujourd'hui, on en a plusieurs dans les différents pays.
nécessairement, ça demande qu'il faut revisiter cette structure-là pour pouvoir l'adapter à la réalité actuelle. Alors, ce week-end, on a assisté à la naissance d'un nouveau parti politique. C'est un tout autre sujet. Nouveau parti politique au Burkina, l'APP Burkindi, que ça s'appelle, pour Alternative Patriotique Panafricaine, de Adama Coulibaly. C'est le nom, en tout cas, du fondateur de ce parti-là, présenté comme un activiste du mouvement scolaire et estudiantin. Et cette nouvelle formation politique prône en tout cas l'intégrité, la probité et le partage. Quand on vous dit qu'il y a un nouveau parti politique au Burkina, voici ce qu'il propose. Comment vous réagissez? Bon, je crois que ces derniers mois seulement, il y en a eu un certain nombre. J'ai même vu qu'il y a 2 ou 3 week-ends, en un week-end, il y en a même 2 qui se sont créés. La question fondamentale qu'on doit se poser, c'est quelle est la valeur ajoutée de tout ça pour les préoccupations fondamentales que notre peuple pose. Moi, c'est l'interrogation que je formule. Je ne sais pas, est-ce que c'est la multiplicité des partis qui va constituer la solution effectivement aux préoccupations de notre peuple? Personnellement, je ne crois pas. Je pense qu'il faut effectivement travailler à développer des situations qui permettent de poser les bases d'une alternative aux politiques qui sont mises en œuvre dans nos pays-là et dont tout le monde voit les conséquences dans tous les secteurs d'activité. Alors, on ouvre une fenêtre sur l'international parce qu'il nous reste à peu près une dizaine de minutes pour boucler cette émission. Et à l'international, on commence d'abord par le Niger, où 2 activistes ont été interpellés et jugés pour avoir appelé à un 3e mandat du président Mamadou Issoufou. Est-ce que c'est une actualité qui vous a surpris? Surpris, pas véritablement, mais je pense que, de mon point de vue, ce n'est pas le rôle des organisations de la société civile d'appeler à agir sur une question comme la révision d'une constitution. Je parle de surprise parce que le schéma classique pour aller à une modification des constitutions et pour aller, en tout cas vers les tripatouilles des constitutions, on a toujours des gens qui sortent pour dire qu'il faut que le président fasse un 3e mandat et puis mais ça commence toujours dans les OSC mais c'est dans ça qu'ils étaient. Voilà. Mais c'est dans ça qu'ils étaient. Mais je crois aussi que l'environnement fait que la justice nigérienne certainement s'est dit il vaut mieux effectivement ne pas laisser une situation comme ça se développer parce que les conséquences peuvent être imprévisibles par rapport à la réaction du peuple. Qu'est-ce que le peuple pense de tout ça et quelle peut être sa réaction si effectivement on ne met pas le haut là pour 2 individus qui appellent à la révision d'une constitution? Ces 2 activistes. Apparemment des francs-tireurs, puisque c'est, disons, une initiative qui ne semble pas avoir eu, en tout cas, la bénédiction de Mamadou Issoufou lui-même. Bon, vous savez, hein, en politique, il y a ce qui se dit officiellement, il y a aussi ce qui ne se dit pas officiellement. Le contexte, parfois, il y a des ballons d'essai, et en fonction de ce qu'il y a comme réaction en face, on est obligé de ravaler la casquette. D'accord. Au Kenya, on a eu cette image de Raila Odinga et de Uhuru Kenyatta, en tout cas dans des effusions chaleureuses à l'occasion d'une prière qui a été organisée en faveur de la nation kenyane, en tout cas. On se rappelle que lors de la dernière présidentielle, la crise post-électorale, en tout cas l'opposition entre les deux, s'était soldée par une centaine de morts. Le premier rapprochement entre les 2 hommes date du 10 mars dernier où ils avaient échangé une poignée de main. Et aujourd'hui, véritablement, on a ce sentiment-là que c'est un nouveau pas en avant pour fumer le calumet de la paix. Quelle lecture vous avez de ce qui est en train de se dérouler au Kenya? La question qu'on doit se poser, c'est qui gagne dans tout ça.
Parce que vous l'avez rappelé, il y a eu quand même des centaines de morts pour lesquels... Une centaine? Oui, une centaine de morts pour lesquels il n'y a pas eu de justice, il n'y a pas eu de vérité. Et je pense quand même qu'une réconciliation, elle ne doit pas pouvoir se faire sur des cadavres. Surtout que ces gens sont morts parce que l'opposition les a appelés justement dans un combat. Le minimum, c'était de travailler à rendre justice d'abord à ces martyrs-là. On ne peut pas faire la réconciliation sur le dos des martyrs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que les Kenyans sont l'otage du camp ou du clan, c'est selon voilà, Kenyatta et Odinga? Bon, parce que l'opposition oui, entre en tout cas les deux familles remonte c'est des grandes familles, depuis la génération de leur père. C'est des grandes familles qui s'affrontent. Et justement, cette situation-là, c'est une situation qui, parfois, est constatée dans un certain nombre de pays en Afrique. Parfois, ce n'est pas forcément des familles données, mais c'est des clans. Et c'est le véritable problème qui se pose dans la plupart de nos pays. Et c'est pourquoi j'ai dit que le travail doit être un travail consistant à poser les conditions pour aller vers une alternative à toutes ces politiques-là qui ne sont pas mises en œuvre et qui ne sont pas conduites au profit des populations, au profit des peuples de ces pays-là. À l'initiative du président français Emmanuel Macron, une conférence internationale sur la Libye s'est réunie à Paris avec à la clé une date, le 10 décembre, pour la tenue d'élections générales. En tout cas, la majorité des protagonistes de la crise libyenne, en tout cas, ou ceux qui comptent, se sont retrouvés à Paris. Vous avez foi en cette initiative française qui nous promet des élections d'ici la fin de l'année? Bon, je note que le document n'a pas été signé, que les acteurs ont dit qu'il faut qu'ils repartent en Libye pour voir les bases. Le document n'a pas été signé. Donc, bon, c'est déjà un problème. Et je fais le constat qu'effectivement la France est dans une posture d'essayer de redorer un tant soit peu son image par rapport à la situation catastrophique qu'elle a créée en Libye, parce qu'elle en est grandement responsable. Maintenant, les mesures qui sont prises seront-elles des mesures suffisantes pour effectivement lui permettre de redorer cette image? Je n'en suis pas sûr, mais je pense que le problème de fond devrait être celui de qu'est-ce qu'on fait fondamentalement pour que le peuple libyen effectivement sorte de la situation catastrophique dans laquelle on l'a plongé. Votre sentiment, ce serait que le président Macron tente d'offrir les services après-vente de ce que Sarkozy a créé? C'est une évidence. C'est une évidence. Et les intérêts que la France a aujourd'hui, que ce soit dans cette partie du monde-là, justifient cela. On reste à Paris où le président angolais était en visite dans un langage en rupture, en tout cas avec la langue de bois, où on dirait pas très diplomatique. Il a appelé au respect des accords qui disent qu'il doit y avoir des élections et aussi que l'actuel président ne doit pas postuler. C'est la déclaration du président angolais à Paris, et là je l'ai cité. Et comment est-ce que vous jugez ces propos-là? En parlant de la situation en RD Congo, bien entendu. Bon, je ne sais pas comment la situation va être vécue en RDC, mais de mon point de vue, je pense que le problème est un peu mal posé. Parce que quand vous regardez effectivement la situation dans cette partie de l'Afrique, il y a des acteurs importants qui interviennent dans le dossier de la RDC et qui eux-mêmes ont tripatouillé, ont révisé leur constitution. Kagame l'a fait il n'y a pas longtemps. Donc, je ne sais véritablement pas quel va être l'impact de cette position à l'interne. Mais dans tous les cas, ce que je pense sur ces questions-là, c'est que ce sont les peuples qui doivent pouvoir prendre en main
leur destinée. Et dans ce sens-là, si on fait le parallèle avec ce qui s'est passé chez nous en septembre 2015, vous avez vu que malgré justement les prises de position, malgré un certain nombre de tentatives d'organisation sous-régionale, internationale par rapport au putsch, du fait que notre peuple à l'intérieur était convaincu qu'une telle forfaiture ne peut pas passer, c'est elle qui a pris sa destinée en main. Et je pense que le travail des Africains, ça doit être celui justement que les organisations démocratiques fassent un travail important d'information, de sensibilisation, d'élévation des niveaux de compréhension et d'analyse des questions pour que les peuples soient eux-mêmes acteurs de leur devenir. Le président angolais n'a fait que répéter ce qui est consigné pratiquement dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Bien sûr, s'il y a eu accord, chaque parti se doit de respecter cet accord. Mais je rappelle qu'il a dit que jusque-là, le président de la RDC n'a pas dit qu'il va violer cet accord et qu'on se doit de lui accorder le bénéfice du doute. On termine avec l'exploit de Mahamoudou Gassama, un nom devenu célèbre depuis quelques jours, en tout cas, ce jeune immigré malien qui a escaladé à main nue 4 étages en quelques secondes, en tout cas moins d'une minute, le temps d'aller sauver la vie d'un enfant qui était suspendu dans le vide au 4e étage. Voilà donc pour les faits. Résultat des courses, il rencontre le président français Emmanuel Macron. Il sort avec un emploi de pompier et il acquiert la nationalité française. Est-ce que vous avez suivi cette actualité? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je l'ai suivi. Je pense qu'il y a 2 éléments, 2 faits qu'il faut retenir. Le premier, c'est qu'effectivement, les hommes, ils ont chacun de nous a des qualités. Il faut travailler effectivement à faire en sorte que les qualités intrinsèques qui sont enfouies en chacun de nous, elles puissent être valorisées. Et ça, c'est le travail de l'organisation politique, de l'organisation sociale. Le deuxième aspect, c'est que je pense que c'est un élément qui montre que la question de l'approche qu'on a des immigrés en Europe devrait être différente. Et justement, à ne pas penser que tous ceux qui immigrent là, c'est pour juste venir mettre les populations européennes en difficulté. Il y a effectivement des choses que ces immigrés-là peuvent apporter et il faut travailler à faire en sorte qu'elles soient dans les conditions les meilleures pour apporter ça. Mais je conviens que je suis partisan de ceux qui pensent que c'est à notre niveau que le travail doit être fait afin que nos frères, nos sœurs ne soient pas obligés de traverser la mer avec tous les risques que cela recouvre pour aller se retrouver dans des situations où parfois la vie n'est pas agréable parce qu'on a suivi aussi les conditions dans lesquelles justement il dormait avec son frère. Et peut-être qu'au Mali, il était dans des conditions de vie un peu meilleures. Et on a suivi également la réaction de Marine Le Pen qui dit saluer, je mettrai ça entre guillemets en tout cas, l'acte héroïque de Gassama, même si elle s'interroge sur le fait que des immigrés qui auront les mêmes capacités d'escalader autant les étages, elle dit clairement bonjour les cambriolages en France. C'est une réaction qui... Comment est-ce que vous appréciez? Mais Gama n'a pas escaladé pour aller cambrioler. Ce n'était pas un acte de cambriolage. Mais il a des capacités. Il a des capacités, mais il n'a pas d'escalader. Mais ce n'est pas parce qu'on escalade que c'est pour avoir comme objectif d'aller cambrioler un magasin ou d'aller cambrioler quoi que ce soit. Et je pense que quand on fait des affirmations pareilles, elle doit être fondée effectivement sur le résultat de données scientifiques d'études. Est-ce qu'il y a des études qui montrent que les cambriolages en France sont l'œuvre essentiellement des immigrés? Je ne crois pas. Merci.
M. Badiel, d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. On termine là en tout cas pour aujourd'hui. Merci et bonne suite à vous. Merci. Madame, Monsieur, c'est la fin de votre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve dimanche prochain, toujours en direct sur la RTB avec un autre invité sur la brèche. Bonsoir.